Bonjour à toutes et à tous, chers collègues, madame, monsieur les modérateurs. Donc, l'objet de la... Alors, c'est un plaisir déjà ce moment de partager avec vous un point d'étape sur ma recherche doctorale. L'objet de la communication est plus particulièrement de vous présenter un instrument de mesure de la réflexivité pour permettre d'approcher une évaluation de la réflexivité des formateurs en simulation et peut-être plus largement des enseignants en santé, et de proposer cet instrument comme un accompagnement au développement professionnel des formateurs. Alors, je suis enseignant CESU, médecin clinicien au SAMU de Martinique, responsable du centre de simulation, et je suis affilié au centre interdisciplinaire de recherche normand en éducation et en formation. Donc, c'est le plan de ma présentation. On va tout de suite commencer sur le contexte. Donc, la thématique de départ, c'était la simulation au cœur du changement de paradigme pédagogique en santé, et ça plus particulièrement dans le contexte de la réforme du deuxième cycle des études médicales, et encore plus spécifiquement dans le contexte de l'introduction du deuxième cycle des études médicales à l'Université des Antilles, et donc cela il y a tout juste 2 ans. Donc dans ce contexte et dans un contexte particulièrement de pénurie d'enseignants, avec une... Ah, excusez-moi. C'est sûr que ça va mieux comme ça. On va faire un petit retour. Donc il n'y avait pas de conflit d'intérêts. Voilà, le plan de la présentation. Et donc on est sur le contexte. Donc, plus particulièrement, donc, cette introduction du deuxième cycle à l'Université des Antilles, avec une moyenne, un ratio d'enseignants, de 1 enseignant pour 29 étudiants. Si on compare à la région Île-de-France, a priori, un enseignant pour 9 étudiants. Donc, une volonté forte de former des enseignants, de les former à la pédagogie active, et ce particulièrement en proposant 2 diplômes qu'on a mis en place, un diplôme de pédagogie et simulation et un diplôme universitaire de formateur en simulation en santé. En partant de l'idée que dans ce cadre, la simulation est une contextualisation des principes de pédagogie active, et au cœur de la simulation, il y a le moment du débriefing qui est particulièrement important pour préparer le transfert des apprentissages, et donc dans ce débriefing, une importance particulière de la réflexivité et comment susciter la réflexivité des apprenants d'une part, et comment accompagner les formateurs à devenir des formateurs réflexifs accompagnant des futurs praticiens réflexifs. Donc dans ce cadre-là, on a exploré la littérature, avec particulièrement donc Schoen, Perrenou, Nguyen qui a déjà été cité hier. Nous nous sommes arrêtés plus particulièrement sur Vacher, avec cette idée d'envisager la réflexivité comme une compétence réflexive, et donc être capable de mener 2 niveaux d'analyse, une réflexion sur la situation. Voilà. Enfin, je m'habitue au petit boîtier. Donc, Vacher, une réflexion sur la situation d'une part et une réflexion sur la réflexion. Autre partie de notre cadre théorique, la professionnalisation, avec en particulier un focus sur les écrits de Vygotsky, qui propose le modèle de développement de compétences, et donc on s'attarde particulièrement sur... Donc c'est un modèle à 6 voies, et particulièrement ces 3 voies que nous avons retenues, qui sont particulièrement mises en lien avec l'exercice de la simulation. Alors, le terrain de la recherche, donc c'est les diplômes que j'ai précités, les 2 diplômes universitaires, avec les étudiants de ces 2 diplômes qui ont été explorés.
Donc, le terrain, c'est aussi donc, le réseau de simulation en santé aux Antilles françaises, avec une UFR Santé qui travaille en lien avec les 2 centres de simulation de la zone, voilà, avec le centre de simulation de Guadeloupe et de Martinique, et avec, dans les réseaux autour de ces 2 centres de simulation, les différents instituts qui sont en lien et avec un axe fort autour dans ce réseau de la formation de formateurs. Donc notre problématique dans le contexte du changement de paradigme en pédagogie médicale, comment accompagner le développement de la compétence réflexive des formateurs en simulation. Également, la simulation comme une pédagogie d'accompagnement de la professionnalisation, mais avec quels effets sur la réflexivité des formateurs. Et la question, quel processus pour la conception d'une échelle de mesure de la réflexivité des formateurs. Alors, on a organisé notre méthodologie à partir des écrits de Delacroix sur les processus de constitution d'une échelle de mesure. Et donc, je vais vous présenter le processus au vu de ces 6 phases qu'on va détailler maintenant. Donc, phase numéro 1, ça a été une phase de recherche bibliographique, d'avis d'experts, dans laquelle on a pu identifier des indicateurs de réflexivité, mais tous ces indicateurs étaient essentiellement publiés sur des études d'écrits, sur des traces réflexives, et en particulier à partir de portfolios. L'idée étant d'explorer s'il est possible de transférer ces indicateurs à une échelle de mesure de la réflexivité. Donc la phase 2 s'est déroulée autour de méthodes qualitatives avec interrogation d'experts, entretien exploratoire, en particulier auprès de 2 doyens du FR, un groupe de discussion focalisé avec 5 experts en débriefing. Ensuite, la phase 3 et 4 concernaient les méthodes quantitatives, avec une conception de questionnaire réunissant les indicateurs que nous avions précités, en provenance de 4 auteurs essentiellement, indicateurs qui étaient pondérés avec une échelle de Likert. Donc ces questionnaires ont été distribués aux étudiants du lieu de formateur en simulation, avec le T1 qui correspondait au premier jour de la formation, le T2 le 5e jour de la formation et le T3 dans les 3 mois qui suivent la fin du tutorat. Donc on a exploré 3 groupes de 10 apprenants. Alors, cette première phase nous a permis, donc, sur des résultats préliminaires qui ont été publiés, donc sur le temps T1 et T2, de retenir 2 séries d'indicateurs. C'est parmi les 4 auteurs initialement retenus. Sur le plan quantitatif, on avait donc les 11 capacités de Chauvet avec une augmentation moyenne de 20% entre le T1 et le T2. Et puis pour de Robert Mazur, une augmentation de 50% entre le T1 et le T2. Donc cette phase nous a permis déjà de commencer à raffiner l'ensemble des items en notant une progression statistiquement significative entre le T2 et le T1. Et également une excellente cohérence interne à mélanger des indicateurs dans une même échelle, donc des indicateurs issus de 2 provenances différentes. Donc ensuite, on a complété le quantitatif avec le T3. Alors, pour l'instant, donc les résultats sont plus réservés, avec une progression toujours entre le T3 et le T1, mais une progression plus discrète entre le T3 et le T2, avec seulement 5 indicateurs significatifs. Il y a toujours, sur l'ensemble des données T1, T2, T3, une excellente cohérence interne à mélanger, à assembler ces indicateurs dans une même échelle. Ensuite, on est passé à la phase aux méthodes qualitatives, donc c'est ce qui correspond dans notre processus à la phase 5. Et donc le deuxième échantillon a concerné
10 médecins inscrits au DU de pédagogie avec des entretiens semi-dirigés et une analyse assistée par un logiciel NVivo. Ça nous a permis, entre autres, de compléter, d'affiner la lecture, la lisibilité de cette échelle. Et ça a permis aussi de tester cette échelle auprès de ce public-là, en confirmant donc les mêmes résultats que pour le quantitatif, donc, qui sont notés en bas de la diapo, avec une augmentation entre le temps 1 et 2, entre le temps 1 et 3, qui sont représentés par CR2 et CR0, et une stagnation entre le T2 et le T3. La phase 6 concerne la fiabilité de l'échelle. Donc, une fois les méthodes quantitatives et qualitatives réalisées, on a refait une étude de la cohérence. Et donc, il y a toujours une cohérence interne bonne à excellente aux 3 temps de mesure avec cet instrument. Donc les résultats, c'est la proposition de cette échelle avec une grille d'évaluation de la compétence réflexive basée sur 3 types de critères qui ont été assemblés en 3 niveaux, même si ça n'est pas forcément quelque chose de linéaire, et donc chacun est différent et chacun va développer sa réflexivité de façon individuelle. Ceci étant dit, c'est un outil pour accompagner et aider à fixer des mesures d'amélioration au fil, d'une part, du parcours de formation initiale et d'autre part, également au fil du parcours de formation continue des formateurs. Alors, c'est aussi un instrument qu'on teste pour de l'auto-évaluation, bien sûr, et également de l'hétéro-évaluation. Donc en se posant la question pour chaque item, si c'est en auto-évaluation, suis-je capable de? Et si c'est en hétéro-évaluation, le formateur que je suis en train d'observer, est-il capable de? Avec un score numérique pour chacun des indicateurs. Ce ne sont pas pour l'instant des évaluations sommatives, c'est vraiment à but de développement professionnel, d'accompagnement et donc d'évaluation formative. En particulier avec une trace et accompagnement de traces d'apprentissage avec le score dans le portfolio. Alors je voulais discuter quelques points avec vous. Donc sur les points positifs, donc c'est une étude exploratoire qui permet de penser qu'on peut transférer des indicateurs de mesure de réflexivité qui étaient prévus pour des traces d'apprentissage écrites à la constitution d'une échelle de mesure de la réflexivité. C'est une évaluation indirecte de la réflexivité sur l'action. Et c'est une méthode dont on n'a pas trouvé pour l'instant d'équivalent en français dans le domaine de la pédagogie, sur une échelle de mesure en auto-évaluation, hétéro-évaluation. Alors, il y a des limites. C'était une étude monocentrique, donc qui limite la généralisation des résultats, même si les formateurs provenaient de 2 régions différentes, ils étaient formés à un seul endroit et ils étaient investigués par une même équipe d'investigateurs. Il y aurait probablement un intérêt de croiser avec une deuxième évaluation, c'est-à-dire confronter l'auto-évaluation avec l'hétéro-évaluation, et encore confronter l'auto-évaluation avec une deuxième auto-évaluation, éventuellement après relecture de la vidéo de la situation, du débriefing.
Et puis, il serait intéressant probablement d'étudier l'impact sur la réflexivité d'autres indicateurs, en particulier par rapport à la stagnation de la progression entre le T2 et le T3. Il y a l'indicateur de démarrage de la poursuite d'activité après la fin de la formation initiale, là, les 5 jours de formation. Il y avait quand même une assez grande hétérogénéité chez les formateurs entre le temps 2 et le temps 3, avec des formateurs également qui, une fois formés, ont différentes fréquences d'activité, et donc ça serait probablement un impact à étudier sur ces critères. Alors, en perspective, donc on souhaiterait, donc, dans un but de test de la validité de l'échelle, généraliser les résultats en réalisant une étude multicentrique. Donc, on a actuellement un projet avec le groupe Francophonie de la Sopra Sims, mais également donc, proposer donc, cette échelle au niveau de la Guadeloupe et de la Guyane. Deuxième axe, explorer la réflexivité des formateurs dans les CESU. Pour l'instant, c'était uniquement donc, sur les diplômes universitaires de formateurs en simulation. Et peut-être un troisième axe, donc, auprès des tuteurs d'étudiants en médecine, en stage hospitalier, donc, pour aider à l'accompagnement cognitif et au transfert d'apprentissage en stage. Également dans les perspectives, nous souhaitons développer une application qui rendrait plus conviviale et plus facile l'utilisation. Actuellement, c'est une interrogation électronique par questionnaire type WooClap ou en version papier pour ceux qui ne disposent pas de téléphone à l'instant T. Donc là, c'est juste une synthèse donc, des différentes phases du processus de validation de l'échelle, avec en bleu en bas à droite les étapes qui nous restent encore à valider. Et donc en conclusion, donc, je vous remets cet instrument de mesure avec un point important pour nous, c'est la pertinence à transférer ces indicateurs qui n'étaient pas prévus au départ pour cet usage, afin de concevoir un instrument pour améliorer les pratiques de débriefing. Et donc on a pu montrer avec les méthodes quantitatives une excellente cohérence interne, une progression dans l'évaluation des indicateurs, et on a pu également améliorer la lisibilité de cet instrument grâce aux méthodologies qualitatives qui ont été réalisées. Bien sûr, il reste encore des étapes pour valider cette échelle en multicentrique. Je vous remercie de votre attention. Merci pour ce gros travail. Honnêtement, ça fait partie des champs qui sont aussi à explorer et qui doivent nous amener tous à réfléchir sur nos propres pratiques. Honnêtement, c'est une étape qui est fondamentale, c'est-à-dire créer les conditions de l'évaluation par un superviseur du formateur, et sur justement la capacité du formateur à développer une démarche réflexive, c'est quelque chose qui doit être exploré. Nous, on utilise le DASH dans ces conditions-là, qui est un outil qui est maintenant reconnu, qui avait été d'ailleurs traduit par Thierry, là, qui n'est pas loin, qui à mon avis est un élément expert ici en la matière, et donc qui nous voit bien. Voilà. Mais c'est sûr que le DASH, ça reste quand même des éléments critériés. Là, finalement, c'est une autre dimension et on est plus sur le côté réflexif. C'est-à-dire que quand je dis le DASH, c'est est-ce que finalement le formateur a développé telle ou telle attitude. Okay. Là, in fine, on est plus est-ce qu'il a développé des démarches finalement qui étaient réflexives.
Voilà, c'est ce que j'en ai compris de ton travail. Donc oui, c'est un élément en plus qui doit nécessiter justement des études et une validation. Moi, je renvoie la question à Thierry Sécheresse, qui est pas très loin. Et qu'est-ce qu'il en pense de tout ça, Thierry ? Non, merci pour ce travail et au passage, j'en profite. Merci pour les 4 présentations qui sont de qualité de très haut niveau. C'est probablement 2 outils complémentaires entre le DASH et ce type d'études, et merci de développer ce genre de grille qui va nous permettre d'avoir, selon 2 approches complémentaires, justement des outils de mesure et puis des outils d'évaluation permettant d'optimiser. Alors, moi, je vois de façon très simple les formations de formateurs pour développer des formateurs qui vont pouvoir construire de la réflexion. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette complémentarité de ces outils. Oui, alors c'est totalement complémentaire avec le DASH. C'est vrai que le DASH, on l'utilise dans la vie de tous les jours en centre de simulation pour amorcer un débriefing le soir entre formateurs. On l'utilise d'ailleurs sous 2 modes au choix en fonction de l'aise de chaque formateur. Ça peut être en auto-évaluation ou en hétéro-évaluation entre le binôme de débriefeurs de la journée. Donc je t'évalue, tu m'évalues. Et c'est complémentaire, donc cette évaluation du débriefing est vraiment complémentaire de l'évaluation des axes de développement réflexif possibles pour une personne donnée, un formateur donné, qui va essayer de développer ces 2 niveaux de réflexion, la réflexion sur la situation et puis la réflexion sur sa réflexion. Avec certains ont parlé de la métaphore de l'aigle. Très bien, merci.